Bien, bonsoir à tous. Nous ouvrons ce soir notre grande confrontation dans le cadre de ces duos qui sont maintenant, qui vous sont familiers, que vous soyez des adeptes de ces ouvertures de saison, ou bien si vous suivez ça sur Internet par le biais du streaming. Et je salue notre complice qui nous aide à diffuser ces débats worldwide. Donc ce soir, nous avons une confrontation très différente. C'est la 8e fois que nous organisons. Donc c'est le 8e rendez-vous. Et ces rendez-vous confrontent deux équipes. Ça, vous connaissez parfaitement le principe, avec les installations là-bas sur le half-pipe, désormais bien connu, et qui est une performance pour les architectes qui détournent souvent l'objet pour installer leur propre création. Ça, c'est le travail. Il y a le film que nous présentons, que vous pourrez voir ensuite sur les deux écrans là-bas dans l'angle du mur. Et puis, et c'est l'une des parties très importantes du dispositif, c'est la discussion en live. Et ce soir, c'est donc Raphaël Magrou qui va animer ce débat. Et quand je dis l'animer, il va avoir fort à faire parce qu'il a des clients, comme on dit, hein, des clients qui ont l'habitude de travailler d'une manière collective, très transversale et très critique. Et c'est ça qui nous intéresse à Paris ou à Berlin. Mais aussi, on pourrait parler en Amérique du Sud. Mais là, je te passe la parole et c'est à toi de nous emmener ailleurs. Merci. Merci Francis. Oui, en effet, ce duos et débats, comme tous les autres, convie deux agences. Ici, deux agences, c'est en tout 12 personnalités. Alors, les 12 ne sont pas ici présentes, mais on en a 4. Les 3 représentatifs de l'agence Coloco, donc Nicolas Bonenfant, Pablo Georgieff et Miguel Georgieff. Et pour l'agence Raum Labor, qui est basé à Berlin. Nous avons un représentant sur 9 qui est parmi nous, donc merci d'être venu, Marcus Bader, donc que vous pouvez repérer avec sa chemise colorée et sa casquette, qui s'est accoutumé effectivement au climat actuel parisien. Alors, ces deux agences pluridisciplinaires, ils vont vous faire une petite présentation de leur composition, mais il y a un terme qui surgit immédiatement lorsqu'on explore un petit peu leurs travaux, c'est le terme du manifeste. En fait, leurs travaux ne sont pas explicités en termes comme dans des agences d'architecture, en termes de démarche ou de philosophie, mais vraiment de manifeste qui implique une forme d'action, d'activisme, on peut dire, qui s'inscrit sur différents territoires, et notamment dans l'espace public. Et c'est ce principe d'activisme et de manifeste, ça entend aussi le fait d'impliquer d'autres acteurs, d'autres collaborateurs, et aussi de mettre la main à la pâte. Les architectes et paysagistes que vous avez ici ne font pas que concevoir et dessiner, ils fabriquent, ils construisent, ils plantent, ils déplacent d'une certaine manière les montagnes ou les espaces urbains pour réactiver ces éléments. Alors, d'emblée, une première question, puisque ce sont deux collectifs. Qu'est-ce qui, en 99, puisque les deux, que ce soit Coloco ou Raum Labor, c'est la même année que vous avez fondé vos agences respectives, qu'est-ce qui, d'emblée, vous a amené à vous installer ou vous associer en collectif? Peut-être, on va laisser la parole à Marcus. Oui, tout d'abord, merci beaucoup pour l'opportunité de pouvoir être parmi vous, de pouvoir prendre la parole aujourd'hui. Je suis très heureux de participer à ce débat. Merci aussi pour cette question. Pourquoi est-ce qu'on s'est réunis? Eh bien, on devrait regarder ce que je vais vous montrer non, pas sur le site. Donc j'ai un petit peu du mal à me retrouver dans tous ces documents. Voilà. Voilà, merci. Très bien. Comment nous sommes-nous trouvés?
Voilà une petite carte chronologique de tout ce que nous avons fait pour l'instant dans le cadre de Rome Labor. Et ce qu'on voit, c'est qu'au début, il y a une sorte de compression entre 99 et à peu près 2003-2004. Je crois que c'est à ce moment-là qu'on s'est formé. Et c'est pourquoi on peut pas dire que c'est la fondation d'un collectif, mais plutôt le développement et un processus de confrontation mutuelle entre des personnes qui avaient envie de prendre de l'influence sur le développement urbain. À l'époque, il y avait une pratique qui n'était pas celle de l'implication directe. Et on avait du temps à trouver notre format. Et chez Coloco, comment c'est une autre forme de rencontre qui s'est opérée? Alors, comme vous le voyez, c'est aussi le format du dispositif avec Raum Labor et Coloco. C'est un format très vivant. On n'est pas sur des images qu'on va vous passer au fur et à mesure, mais une navigation qui va permettre d'illustrer justement ces différentes thématiques qu'on va aborder. Oui, et puis comme on commence à être des gens old school et low-tech, et donc, vous voyez qu'on est sur un système informatique d'époque, vintage. Alors, en ce qui nous concerne, l'idée de nous auto-dénominer collectif, elle provient d'une volonté de partage de la signature, donc d'établir une modalité de travail ouverte à plusieurs voix, à plusieurs mains, qu'on a toujours souhaité maintenir, même si parfois, et surtout à cette époque où le mot de collectif n'existait pas à notre connaissance, en tout cas dans nos disciplines. C'était plutôt éventuellement pratiqué dans certains groupements plutôt d'artistes. Mais du coup, cette idée de partager la signature et de tenir sous un même nom, sous une même signature collective, des activités extrêmement différentes et à l'époque qui semblaient assez incompatibles, en tout cas que les gens ne comprennent pas qu'on pratique en même temps, c'est-à-dire que le travail sur le grand territoire, sur le paysage, sur le jardinage, et puis d'un autre côté des choses qui étaient à l'époque plutôt des commandes artistiques ou de la réalisation de projets privés où on était constructeur, ou des choses qui étaient carrément plutôt de l'ordre de la performance. Et en fait, c'est cette intuition-là de toujours tenir sous une même signature et avec un même groupe ces travaux-là de nature très différente, et en plus de justement accepter que la flexibilité elle était à l'intérieur du collectif et que c'était pas plusieurs structures qui étaient aptes à répondre à cette diversité de commandes ou de situations de projets. Ça nous a aussi permis d'initier un certain nombre de recherches, d'actions, de réalisations sans attendre la commande. Et c'est aussi tout ça qui a fabriqué un petit peu notre manière de travailler. Je dirais aussi que par rapport au manifeste, notre manifeste il est postérieur au collectif, c'est-à-dire que notre collectif ne naît pas avec le manifeste. Le manifeste vient quelques années après, 4, 5, 6 ans après, pour essayer de rendre explicite un fonctionnement. Nous, on est vraiment des gens de l'intuition et du spontanéisme et de l'action, et que en fait cette théorisation entre guillemets, elle est vraiment a posteriori, et elle sert plutôt à expliquer ou à rassurer sur les démarches, plutôt qu'elle n'est à l'origine. C'est pas une position qui vient ensuite être illustrée, c'est plutôt la manière dont on vit qui au bout d'un moment se cristallise en manifeste. Et alors, est-ce que vous pouvez nous préciser, parce qu'on a une agence qui est plutôt orientée architecture, mais elle est pluridisciplinaire, Raum Labor, et une autre qu'on pourrait orienter plutôt paysagiste et qui est Coloco, mais ce n'est pas aussi simple. Est-ce que vous pourriez nous dire en quelques mots aussi quelles sont vos formations, et autour de vous, vos collaborateurs, quelle constellation ça fabrique? On est un mélange de paysagistes, dont
Moi, le premier, je dirais, à faire partie de l'équipe. Pablo et Nicolas, ils sont architectes. Et on a ici, je voudrais les saluer, tous ceux qui sont venus, des architectes, d'autres architectes, des graphistes, d'autres paysagistes, des botanistes. Donc c'est un groupe, une équipe. Certains d'entre eux sont dans la salle. Voilà, levez la main. Et donc l'idée, c'est de pouvoir conjuguer à l'intérieur de ce collectif ces différentes approches, tout en permettant à des nouveaux d'intégrer cette pratique-là, projet par projet. Ça, c'est quelque chose qui a été fondateur de l'idée de collectif et de non pas collaborer avec d'autres structures. On le fait avec des architectes ou quand on partage le mandat sur différents types de projets, et plutôt de trouver une sorte de centre avec des bords extrêmement flous. Il y en a qui savent pas vraiment quand ou comment ils font partie du collectif ou pas. Et c'est au travers de l'action et de la participation au projet qu'on se sent être partie de la même énergie de construction. Et chez Raum Labor, comment les rencontres se sont faites? Quel profil existe au sein du collectif Raum Labor? Donc, dans notre cas, c'est un peu plus simple. Nous sommes tous des architectes diplômés. Et malgré tout, nous sommes un peu plus que cela. Nous avons constaté que notre formation en architecture n'était pas suffisante pour ce que nous avions projeté. Nous étions peut-être encore un peu amateurs et un peu autodidactes aussi dans un certain nombre de domaines, des domaines qui ont attrait à l'architecture ou qui la complètent. Cela signifie, donc nous étions 9 à l'origine et il y a différentes tendances, différents axes d'effort, différents tropismes peut-être et différentes conceptions sur les choses. Et chacun apporte ce qu'il a. Certains sont abstraits et considèrent un peu ce qui est macro et ils n'ont pas tout à fait cette fibre vraiment pratique. Il y en a d'autres qui ont une histoire depuis le théâtre aussi et c'est pourquoi ils ont cette relation à tout ce qui est artistique. Et alors, puisque les uns et les autres vous abordez notamment l'espace public au sens commun de tous et chacun. Cette forme d'activisme que je mentionnais au début dans vos démarches, qui se traduit donc par différentes postures, des engagements à agir, qu'est-ce qui vous a amené, et ça rejoint la question de la commande, qu'est-ce qui vous a amené à prendre cela à bras-le-corps et comment est-ce que vous procédez en termes de processus, c'est-à-dire est-ce que vous identifiez des situations et vous intervenez directement là-dessus de manière spontanée ou est-ce que c'est un dispositif de commande plus particulièrement qui se met en place, ou voir les deux? Ce que j'aurais voulu ajouter par rapport à la question de la formation du collectif, c'est que la signature collective, c'était aussi une manière de dire merde au cloisonnement disciplinaire qui sévissait à l'époque, qui sévit toujours, mais peut-être moins violemment. Et à l'époque, c'était, on avait des réactions violentes, des personnes qui nous disaient mais on comprend pas ce que vous faites. Est-ce que vous êtes paysagiste? Est-ce que vous êtes architecte? Est-ce que vous êtes artiste? Et ça générait une violence chez les gens de traverser ces territoires-là. Je ne sais pas si certains d'entre vous se souviennent de cette époque, mais on était sommés de se positionner dans l'une ou d'autre des disciplines. Et ça a toujours été très inconfortable pour nous. Avec Nicolas, on s'est connus le premier jour de l'école d'architecture en voulant faire l'école du paysage. On a été pris dans l'élan architectural, on a terminé l'école, on a été pris dans l'élan du travail, on n'a jamais obtenu notre diplôme de paysagiste pour autant on se revendique totalement professionnel de cet art ou de ce savoir et donc c'était vraiment une manière de traverser ces frontières-là allègrement, voire même de dribbler tous ces critiques, toutes ces sommations d'appartenir à un champ ou à un autre. Je pense que ça, c'est vraiment l'un des apports profonds
des collectifs à l'exercice professionnel, que ce soit dans le champ artistique, architectural ou urbain, et je pense que ça c'est vraiment une essence de la chose. Après, la deuxième caractéristique, c'est aussi que, comme tu disais, je crois que l'engagement physique dans la construction des choses, dans la transformation du monde, que ce soit pas forcément en réalisant une œuvre matérielle, ça peut être une performance, ça peut être une manifestation, ça peut être une occupation, ça peut être plein de choses, mais je pense que ça aussi c'est une deuxième caractéristique importante où à un moment on se met à réaliser des choses, à être en immersion totale dans le terrain et avec les gens, et à un moment cette espèce de recul du professionnel, du maître d'œuvre, de l'architecte, de l'expert qui s'extrait de la réalité et qui se met dans une démarche de projet qui va ensuite s'imposer à la réalité, c'est quelque chose que nous on ressent avec une grande frustration et une certaine violence aussi par rapport à des situations, et que donc on décide de transcender ça en se déclarant collectif. Et puis après, l'histoire a montré que le fait d'être un collectif, d'avoir une gouvernance à tête multiple, à unanimité obligatoire, puisque c'est comme ça qu'on est constitué aussi, et puis de pouvoir ensuite élargir à toute une série de gens qui travaillent avec nous depuis longtemps maintenant, qui ont aussi imprimé beaucoup de leur touche, de leur manière de faire, de leur état d'esprit. C'est une manière aussi de pouvoir agréger des personnalités, des gens, des êtres qui participent de l'aventure. Et du point de vue de l'Allemagne, du point de vue de Berlin, justement, est-ce que tu partages ce même sentiment, Marcus, sur cette posture de collectif qui au début est mal comprise et qui a peut-être permis de faire évoluer les mentalités depuis? Oui, tout à fait. Donc, je suis tout à fait d'accord sur le sujet des différentes têtes de notre structure. Et je crois que ce n'est que maintenant qu'on arrive à un endroit, à un moment où il y a différents groupements, différents collectifs qui font des apparitions publiques, et on n'est plus confronté à la question de savoir qui est véritablement le cœur créatif de ce que vous êtes, qui est ici la tête géniale, la tête pensante. Et ça a duré un petit moment, toute cette période, pour pouvoir dire, voilà, on est neuf, et on est neuf au même niveau. Et lorsque vous regardez nos créations, eh bien, peut-être que vous avez plus d'expérience du Rome Labor que moi, parce qu'il y a certaines réalisations du Rome Labor qui ont été produites par mes collègues et dont je n'ai jamais fait l'expérience moi-même. Mais c'est ce qui est fascinant pour moi. C'est très fascinant d'être dans ce groupe. Et je trouve que 9, c'est absolument fantastique en tant que nombre, et je vous le conseille. Je crois que vous êtes à 3 ici, donc je trouve que c'est presque un peu trop petit en vérité. Ce qui est de bien lorsqu'on est 9, c'est que je peux vraiment choisir avec qui je fais tel ou tel projet. Et parallèlement, il y a des domaines où l'on navigue à l'intérieur au niveau transdisciplinaire. Et c'est intéressant de se confronter dans les détails aux avis des autres. Donc cette diversité des positions au sein de Rome Labor, ça a toujours été quelque chose d'extrêmement productif. J'ai toujours été curieux de savoir ce que les autres faisaient et de savoir comment tel ou tel projet se développait, même si je ne m'y impliquais pas directement. J'ai trouvé aussi intéressant ce que tu as rappelé, c'est le mot de violence. Donc je crois que nous sommes ici, nous provenons d'une genèse un peu plus soft. Dans les années 2000 et 90 à Berlin, eh bien, il y avait un bon terreau pour le développement de structures telles que la nôtre. En effet, les conditions étaient très bonnes. Il n'y avait pas de gros enjeux économiques. Donc à Paris, j'imagine, et à Londres, vous aviez vraiment cet impératif économique pour pouvoir survivre, de devoir produire quelque chose de très concret. Nous, ça nous a au contraire donné du temps. On a pu prendre le temps de faire échouer certaines expériences pour en tirer ensuite des enseignements. Donc je crois que cette jeunesse, cette histoire qu'on a eue à Berlin a été moins conflictuelle que celle que vous avez rencontrée ici. En ce qui concerne notre travail très précisément. En revanche, on a eu des conflits avec un certain nombre
d'acteurs quant à leur perception de l'architecture et quant à ce qu'était la nôtre. À l'époque, il y avait Hans Stiemann, qui était le président du Sénat de Berlin, et il avait une idée un peu sobre de l'architecture pour Berlin. Et nous, on se disait, on va sur le terrain, on commence à travailler avant que les autres commencent à discuter. Eh bien, on s'est un peu considéré comme des activistes, c'est vrai, c'est déjà un concept qui a été évoqué ici, et les architectes ne se considèrent pas volontiers comme des activistes, mais nous c'était vraiment ce qu'on voulait, on voulait porter notre discipline à l'extérieur sur le terrain. Donc toutes ces questions de savoir si on était des paysagistes, des urbanistes ou simplement des performeurs, eh bien ça ne nous a pas vraiment intéressés finalement. Donc ma politique a été la suivante finalement. Voilà, par exemple, dans ce contexte-là, je suis un architecte, puisque c'est à ce moment-là que notre travail est pertinent. Donc, c'est vraiment une question ici de contexte. Et on a donc plusieurs disciplines qu'on aime bien relier entre elles. Et puis, on a l'art aussi, bien sûr, qui est important pour nous. Par exemple, dans un contexte artistique, on va se vendre et se présenter comme des artistes. Et il ne s'agit pas ici de se différencier des autres, mais de regarder au contraire ce qui relie, en particulier en matière d'urbanisme. Et en principe, la discipline est complètement égale. Ce qui est important, c'est l'intensité de la discussion et la pertinence. Alors là, pour le moment, pour le public, vous avez une introduction sur la manière de se constituer en collectif et la posture du collectif. Ça serait intéressant de pouvoir illustrer par certains projets pour comprendre notamment de quelle manière ces collectifs agissent. Donc je demande d'abord à Marcus, allons-y, de nous montrer un petit peu de nous illustrer en fait ces dynamiques par peut-être 2-3 projets pour rendre ça plus explicite pour le public. Oui. Alors, oui, très volontiers. Donc j'ai préparé quelque chose, bien sûr. La question était celle de l'espace public. Qu'est-ce que l'espace public ? Bon, c'est une question extrêmement intéressante puisque l'espace public n'est pour nous pas que l'espace qui se trouve devant la porte et sur lequel on peut marcher, mais pour nous c'est plutôt la définition suivante de Mauricio Corbalan qui disait que l'espace public c'est là où les personnes se rencontrent et interagissent. Donc l'espace public c'est plutôt une pratique et pas un état. Et l'espace public c'est ce que nous produisons ensemble. En public, ensemble. Et ce n'est pas juste quelque chose qui est en soi là, présent. Nous avons quelques images un petit peu poignantes. Occupy à Berlin, par exemple, où voilà des images ici où l'on voit que l'espace public peut être un espace conflictuel. C'est ce qu'on a vu l'an dernier très régulièrement sur l'ensemble de la planète. L'espace public a eu ici un rôle très important dans l'expression de clivage dans la société et dans la prise en compte de processus d'avenir. J'en viens maintenant à nos travaux. C'est l'une de nos réalisations à Tallinn, devant l'ancienne centrale du Parti communiste, et à l'époque il y avait ici un monument pour Lénine, et nous avons nommé nous avons dit que c'était un rappel à la photo que vous avez vue avec toutes les fumées, aussi pensé comme un monument, et c'était un peu performatif dans notre idée. À la fin, nous voulions seulement avoir une idée. Et nous voulions que ce soit vraiment une situation réelle et pas seulement un Photoshop. Donc ici, vous pouvez le voir, il y a les gens qui pousse ce que vous voyez qui est en fait juste une planche finalement, et à la fin finalement on a frontalement l'impression d'un véritable monument. Donc on a ici ce jeu avec le reflet et la réalité. Ce qui nous intéresse ici, c'est la question de l'espace public et de l'image, puisque l'espace public c'est aussi quelque chose qui est porté par les médias, et je trouve ça très bien que nous ayons ici cette discussion aussi sur le numérique, puisque ça nous permet de relier le local et l'espace de résonance qui est devenu l'Internet. Le deuxième projet duquel j'aimerais bien parler, c'est celui que nous avons réalisé à Montréal, que vous voyez ici. C'est une construction qui ressemble un petit peu à un temple, qui est un peu posé ici dans l'espace public et qui
représente la tentative de ne pas expliquer lui-même ce qu'il est. Mais il le fait. Mais en revanche, ce qu'il fait, c'est de créer un lien entre ces différents bâtiments. Donc ici, la centrale d'épuration de Montréal. Et donc de relier cette centrale avec l'espace public. Donc on a choisi de faire appel ici à quelque chose qui était d'usage quotidien, à savoir quelque chose qui produit de l'eau que l'on boit chaque jour, et de lui donner une visibilité et de donner une reconnaissance dans l'espace public et d'en faire un lieu de rencontre avec cet élément, élément qui est devenu peut-être trop banal. Et ce qu'on oublie aussi souvent, c'est qu'il n'est pas évident que nous ayons de l'eau par le robinet et que ce soit disponible pour tous à bon marché. Nous vivons en effet à une époque où dans différents pays européens, mais également dans le monde entier, le combat pour l'eau est un enjeu essentiel. Et la question de savoir à qui appartient l'eau est une question qui doit être posée. Et c'est une question qui est sous-jacente ici dans ce projet. Et c'était volontaire de notre part d'avoir un espace qui rend hommage à l'eau. Donc ici, l'eau du robinet, donc qui coule, qui goutte depuis le robinet. Et puis, bien sûr, il y a une température qui fait qu'il a une sorte de brouillard. Et sur la façade, vous avez de la végétation qui pousse. Donc, c'est aussi un bâtiment, une construction qui veut être une surprise. Donc voilà ici une intervention dans l'espace public où nous avons essayé, par une installation, de créer un lien et de parler d'un thème et de le rendre vivant, ce thème, grâce au placement dans l'espace public. Voilà ici un repas que nous avons organisé. Donc nous organisons souvent des débats qui ont trait au thème dont on parle. Donc il y a ici la confrontation, un peu comme on le fait maintenant. Et on se confronte ici par exemple à des simples passants qui passent près du lieu du projet. Et pour revenir à la question de l'espace public, ce qui est important pour moi, c'est comme entre nous ici ou là-bas sur la photo, c'est de former un groupe inclusif. Donc c'est des groupes qui se réunissent par un intérêt commun et qui parlent pour ainsi dire une langue commune et qui grâce à cette langue commune trouvent un moyen d'échange. Je trouve que ce qui est important dans l'espace public, c'est de ne pas seulement essayer de parler de manière moins compliquée, mais plutôt d'essayer d'ouvrir ce que nous faisons en expliquant la complexité en soi et les polémiques dans l'espace public de ce que nous faisons. Et c'est comme ça qu'on peut générer de la visibilité pour notre position alternative. Et c'est particulièrement vrai dans une société qui devient toujours plus diverse, où les différences augmentent, où la rhétorique de la angst et de l'insécurité sont beaucoup utilisées en politique. Donc, rendre visibles les différences, c'est très important pour nous. Merci. Donc là, on a vu donc deux exemples de la posture de Raoul Labor, peut-être en miroir ou d'avoir les mêmes une première approche justement des travaux de Coloco qui permettent d'illustrer votre art d'occuper justement cet espace public qui soit sous forme d'activation, construction. Allô, oui. On va profiter, on va utiliser le site directement pour entrer sur des projets. Ce qu'on va vous montrer, c'est aussi un travail qu'on mène actuellement, parce qu'on est collectif, mais il y a aussi tout un travail de fond qu'on essaye de mener, on va dire à grande échelle. Alors on en parlera parce qu'on parle de stratégie, mais il y en a d'autres qui parlent de tactique, pour essayer de mettre en place des processus à grande échelle sur des questions qui nous sont posées souvent par des politiques ou de réorganisation de territoires où il y a besoin d'un peu de vision lointaine et de stratégie. Et on articule, et c'est un peu notre spécificité, on articule cette grande échelle et cette vision territoriale à des actions concrètes sur le terrain pour montrer finalement que les choses sont possibles et qu'elles sont possibles de façon... alors c'est aussi parce qu'on vient du jardinage, on a une approche de jardinier
qui très rapidement nous a montré qu'il était facile de construire dans l'espace public quand on jardine, parce que finalement planter c'est pas si compliqué que ça. On fait pas appel à l'architecture, on fait appel à beaucoup moins de normes et on peut rapidement investir de façon plus militante, de façon plus soft des espaces de reconquête. Là par exemple on est sur Courbevoie, j'en profite d'ailleurs pour signaler la présence de notre maître d'ouvrage éclairé qui nous suit même dans les conférences non conformes, Jacques Macré, qui du coup travaille sur on a vraiment une AMO, donc une assistance à maîtrise d'ouvrage sur toute la ville. On a répondu à un appel d'offres traditionnel. Les appels d'offres, ils ont beaucoup évolué depuis que les collectifs sont apparus. Avant, les appels d'offres, c'était systématiquement des appels d'offres qui menaient à de la maîtrise d'œuvre traditionnelle. Petit à petit, les appels d'offres, sous l'influence des travaux respectifs, je pense, d'une génération, ont commencé à s'ouvrir et à demander d'avoir ce qu'on peut appeler de la préfiguration, du test, mais en tout cas cette notion que jusqu'à présent l'urbanisme était la seule industrie, l'industrie de la construction, qui n'était jamais testée à la grandeur réelle. Il viendra à personne l'idée de construire des voitures sans les avoir testées réellement. L'urbanisme, on construisait des quartiers entiers sans avoir testé, sans avoir eu le petit goût que ça va avoir, sans avoir confronté les programmes à la réalité émergente des territoires, à ce qui s'y passe, ce qui va s'y passer, et sans avoir l'idée que ces programmes, il faut accompagner finalement ce qu'on va réussir à drainer par des projets, par des préfigurations, enfin les forces qu'on va réussir à faire converger, plutôt que juste décréter et dire bon voilà, on a 10 ans pour dérouler quoi. Donc généralement, on intervient à grande échelle. Tu peux me mettre ça c'est la Nation par exemple, la place de la Nation qu'on est en train de reprendre. On intervient sur une échelle territoriale où on repère à la fois qu'on repère les enjeux stratégiques de grande échelle, les hot points, les lieux intéressants en constellation qu'il faut activer. Et on essaye rapidement, dès les premières phases, alors qu'on est encore en phase d'étude, de commencer et de lancer des actions de préfiguration pluri-acteurs. On y tient beaucoup, on essaye vraiment d'impliquer le plus tôt possible les acteurs de terrain, à savoir les services techniques, les élus, les habitants bien entendu, mais les gens qui vont aussi en avoir à gérer ou à reproduire ce type d'action sur des villes ou sur des territoires plus grands, pour que ce petit objet qui est un test ou un avant-goût puisse soit se reproduire, soit évoluer, porté par d'autres acteurs que nous-mêmes. Sur la question de l'espace public, moi je voudrais ajouter que le public, c'est pas quelque chose d'homogène. Tous les espaces publics ne se ressemblent pas. Donc l'espace public où et quand la notion même de public est extrêmement fractionnée entre des directions qui ont des autorités, des conflits d'autorités, des collaborations, des coopérations sur ce même espace public. Et donc l'espèce d'idée que l'espace public ce serait quelque chose d'un peu isotrope et parce que c'est espace public ça a forcément la même qualité, je pense que c'est totalement erroné et on le perçoit dès qu'on met un pied dedans. Ensuite, je trouve que l'une des caractéristiques fondamentales de l'espace public c'est que c'est un espace qui doit réussir à vivre avec un certain degré de désaccord. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on réalise quelque chose dans l'espace public, ça ne peut pas être consensuel. Si ça l'est, c'est préoccupant. Donc c'est un espace de négociation, c'est un espace de conflit et il faut faire en sorte que cette quantité de conflits, de colère, de révolte qui doit être exprimable dans l'espace public puisse toujours continuer à l'être. Je pense que c'est aussi ce qui est un peu peut-être le piège d'un certain travail dans l'espace public, c'est que souvent sous une apparence de chouettitude, il y a derrière une logique d'autorité, de contrôle, de balayage des indésirables, et que parfois on est confronté à participer dans ces dynamiques-là de façon involontaire ou au sein de mouvements plus larges de gentrification ou de transformation des villes comme ça. Et puis je voudrais aussi dire que l'espace public c'est très différent dans la ville historique
et dans la ville contemporaine. L'espace public dans le centre de Paris ou dans le centre historique de Berlin et l'espace public des périphéries, des boîtes à chaussures et des pavillons, ça n'a absolument rien à voir. Alors ça peut être public dans un statut juridique, administratif, mais que ce soit un espace de partage, un espace de rencontre, c'est absolument pas gagné. Et donc je pense que ce qui est important, c'est de créer de l'espace commun ou du bien commun dans l'espace public. Et ça, c'est de la nature de la performance. C'est quelque chose de momentané qui se passe entre les gens, qui est relationnel, qui est une espèce de pacte momentané où des règles particulières s'instaurent qui permettent le partage, qui permettent la rencontre. Et nous, on aime beaucoup cette phrase de Vinicius de Moraes qui dit « La vie, c'est l'art de la rencontre ». Donc, l'espace public, c'est un exercice difficile, c'est une discipline compliquée, c'est vraiment de nature décathlonienne, quoi. En plus, c'est long de travailler dans l'espace public, et donc je pense que cette idée de pouvoir aussi s'y plonger. Il y a encore des architectes qui vous parlent de plein et de vide dans la ville. C'est hallucinant en 2017, quoi. Ils vous font des plans en noir et blanc avec le plein et le vide, quoi. C'est comme si il existait du vide dans la ville. Il n'en existe même pas dans les endroits les plus reculés du cosmos. On sait que le vide n'existe pas. Et donc c'est très préoccupant, ça, d'avoir une vision du plein et du vide. Marcos, je te vois sourire sur ce rapport plein vide et à l'échelle du cosmos. Tu as envie de réagir, d'apporter un complément ? Oui, alors. Exact, donc récemment, j'ai vécu quelque chose de banal. J'étais un petit coin de Berlin. Et c'est là qu'on se rend compte que même ce qu'on ne voit pas est quand même matière et substance. Et dans cette... en fait, ce que tu as dit m'a rappelé à ça en disant que oui, bien sûr, notre univers est plein jusqu'au bord. Et la question qui se pose ici est peut-être une autre. C'est celle de la relation entre les objets et les processus. Donc lorsqu'on parle de l'espace public comme un lieu d'action, eh bien, cela signifie automatiquement que ce n'est pas qu'une question d'équipement pour en faire un lieu public. Non. Il faut créer une pratique, qui crée du public. Et je ne connais pas vos projets en détail, mais j'ai vu les images et ce qu'on voit, c'est qu'il y a des gens qui font des choses. Et je crois que c'est probablement ce qui relie nos deux sites internet, puisque les images contiennent systématiquement des gens qui font des choses avec il y a toujours cette volonté d'observer les gens en train de faire les moments et de ne pas créer des moments artificiels, mais de créer des espaces qui permettent aux gens de faire d'une manière ou d'une autre. Et ma question envers vous, c'est qu'il y a un équilibre entre ce que je souhaite qu'il arrive et puis finalement ce qui arrive pour de vrai. Il y a un ensemble d'enjeux et il faut, par exemple, sur un certain nombre de projets, les défendre, puisque parfois il y a des graffitis. Il y a des graffitis comme on avait eu par exemple le cas à Montréal. Donc ici c'est peut-être juste un exemple. Donc l'espace public ici en l'occurrence c'est un espace un petit peu de peur et d'angoisse. Donc on va dans un projet avec de la confiance et on essaye de négocier. Et on se dit on réagira lorsque quelque chose se passe. Mais tout d'abord on part du principe que tout va bien se passer. Et dans les espaces publics, ce n'est pas une évidence de partir de ce principe-là. Ce que l'on constate dans les espaces publics, c'est exactement l'inverse, la rhétorique inverse à laquelle nous sommes confrontés. Donc on est confronté à l'idée de l'angoisse, de la peur, et donc ça produit la réaction
murs, grillages et méfiance. Donc on n'a pas cette idée de présence à l'autre et convivialité. Donc peut-être que je peux montrer quelque chose pour illustrer ce que je suis en train de dire. Okay, donc je vous demande de me conserver votre attention pendant que je change d'image. Donc on est extrêmement similaire en ce qui concerne le numérique. Voilà, cette image. C'était pour répondre à la question de ce qui reste. Mais en fait, peu importe. Donc il y a par exemple une station de tram entre deux quartiers. Donc c'est dans la Ruhr en Allemagne et c'était pensé pour devenir une grande région de métropole et de devenir une seule grande conurbation et ce n'est toujours pas le cas. Et entre ces villes, il y a des endroits où il se passe beaucoup moins de choses. Donc là, c'est l'un de ces lieux. C'est la station Eichbaum. Nous avons découvert, c'est-à-dire Yann et Mathias de Rome Labor ont découvert ce lieu, l'ont découvert comme un lieu d'une narration négative. Attention, ici, il y a des voyous qui traînent et c'est dangereux de prendre le train ici. Et leur idée a été de prendre cette narration de manière frontale et de raconter quelque chose d'autre pour essayer, si on ne peut pas, changer l'interprétation qu'on a de ce lieu. Et donc cette contre-narration, ça a été celle d'un opéra. Donc on voit que c'est vraiment un endroit pourri, perdu entre toutes les autoroutes, complètement détaché des quartiers résidentiels autour. Donc ce qu'on a réussi, c'est de transformer cet endroit en un opéra. Avec un opéra qui a été composé spécialement pour cet opéra. Et opéra qui le livret s'inspire des histoires du quartier qui est composé de populations issues de l'immigration et opéra qui a été présenté ici dans cette station. Et donc vous pouvez voir la différence, c'est que ici donc les grillages ont disparu. Ils ont été descendus, donc on a vraiment tenté d'avoir plus de présence, moins de grillages, plus de représentation. Puis dans la deuxième partie, c'est important pour nous, on a cherché une opportunité d'entrer en contact avec ces jeunes dangereux. Et c'était des jeunes qui considéraient que c'était leur lieu. On a cherché de travailler avec eux et non pas de leur gentrifier leur lieu, pour ainsi dire, en le transformant en un lieu exclusivement culturel. L'idée, c'était d'avoir plus de diversité dans l'espace public et pas d'en exclure une certaine catégorie. Et on a réussi à organiser un tournoi de boxe, puisque la plupart de ces jeunes sont boxeurs de manière plus ou moins professionnelle. On a aussi organisé d'autres événements et d'une pratique qui est complètement différente de celle qu'on trouve normalement dans les lieux publics des villes. Donc le public ici, il y avait la question de ce qui reste. C'est pour ça qu'en fait que j'avais préparé ces diapositives. Eh bien, ce qui reste à la fin, c'est que l'endroit n'est plus si dangereux, c'est qu'il y a plus de confiance qui a été créée et c'est qu'il y a une résonance différente de la narration. Et bien sûr, il y a aussi l'espoir que ça continue sur la trajectoire telle que nous l'avons initiée. Mais je crois qu'il faut accepter, en tant que créateur, il faut être clair sur le fait qu'il y a des frontières et que oui, c'est limité dans le temps. Et puis, lorsqu'on fait partie d'un tel projet, eh bien, on crée aussi quelque chose dans la société. Ici, on a le dessin d'un vieux monsieur qui, tout simplement, a été inspiré par cet opéra. Donc, il se rendait souvent à cet opéra, il a fait des dessins. Et il s'est senti comme être humain, tout simplement très présent sur les lieux, et ça l'a inspiré. Voilà, c'est un beau résultat, peut-être, de ce qui reste. Voilà ce que je voulais vous dire sur l'espace public et sur l'occupation qu'on peut en faire, et sur les différentes formes d'occupation. Et je trouve aussi important, donc dans le cadre de cette narration de peur et de défense, et bien finalement qu'on les combatte avec d'autres narrations. Toujours en place. Nein, das war temporaire. Non, c'était un projet éphémère et temporaire. Donc on s'est préparé pendant 1 an, et puis
en fait, c'était un événement qui a duré que le temps d'un été, quoi. Donc c'est on pourrait dire au-delà d'une forme d'activisme, comme je l'ai énoncé au début, il y a une forme d'activation en fait de l'espace, de travailler comme activateur dans ce dispositif. Même si la temporalité de cette installation n'est pas inscrite dans la durée, ça a permis certainement d'inscrire aussi dans l'état d'esprit, dans les mentalités, et dans l'appropriation et même la lecture de cet espace public quelque chose qui est différent de ce qui avait été certainement perçu avant. Sur cette question justement d'activateurs colocaux, vous êtes aussi dans ces dynamiques et on le voit dans que ce soit je ne sais plus lequel des deux a mentionné la chose, on le voit sur vos sites internet. En effet, on retrouve tout le processus de fabrication, les personnes qui collaborent et qui fabriquent les éléments et aussi tout le public avec lequel cela interagit sur l'appropriation de ces espaces. C'est quelque chose qui n'est pas commun. Enfin, en architecture, souvent on montre un bâtiment déshumanisé, vide pour faire de belles photos. Vous, au contraire, il y a ces usagers. Alors ces personnes qui conçoivent, qui fabriquent, qui sont au centre de ce que vous montrez, mais aussi les utilisateurs que vous conviez à ces dispositifs. Vous pourriez nous expliquer un peu plus la manière dont ces rapports à l'usager se met en place dans vos processus? Alors moi je voulais tout d'abord rebondir. Donc Marcus nous a parlé d'endroits pourris et d'opéra, et donc du coup nous aussi on a fait un opéra dans un endroit pourri, et alors on voulait aussi vous le montrer, mais on va faire un petit détour avant pour répondre à cette question de la rencontre et de l'immersion, parce que en fait je crois que ce qui nous caractérise surtout, et c'est pas pour rien que je parlais de cette histoire du plein et du vide, c'est que il y a une reconnaissance sensible du territoire, de ses habitants, des formes de vie, des dispositifs relationnels, de la géopolitique, de la géopoétique d'un endroit, et qui font que en fait la matière de nos projets, je pense qu'elle vient d'une sensibilité à cette lecture, d'une attention accordée à cette lecture, et il y a des choses, et c'est ça peut-être la matière première. Marcus dit endroit pourri, violence, donc ça devient quelque part une matière première pour le projet. C'est pour ça qu'ici on a voulu exposer la mission Eros, donc qui est une matérialisation et un dispositif physique, un véhicule même, puisque la façon dont on parcourt un territoire, ça emprunte très fortement la perception qu'on en a. Donc changer de véhicule, c'est changer de regard, et ça c'est très important. Et donc cette escadrille de reconnaissance et d'observation sensible, c'est quelque chose auquel on attache de plus en plus d'attention, puisque c'est vraiment les pépites des projets, elles sont là dès le départ, et c'est vraiment la qualité d'écoute, d'imprégnation de cette matière première qui est à la base du projet. Après, on peut avoir une bonne idée par la suite, et il faut même avoir une bonne idée par la suite, mais je crois que ça c'est vraiment caractéristique d'une manière d'approcher la réalité, de la considérer comme extrêmement riche, comme une source inépuisable d'inspiration, et considérer qu'en fait les germes de la beauté et le chemin esthétique qu'il faut prendre pour la révéler, ils sont déjà là, beaucoup là dans le territoire. Peut-être nous montrer quelques images. Tu nous parlais de l'opéra. L'opéra que vous avez, alors, oui, que vous avez installé. Oui, je vous avais dit que je ferais un détour, et puis en fait je suis même pas revenu à la case départ. Donc en fait c'est un opéra en fait que nous avons réalisé à partir d'une série de détournements multiples dans un vrai opéra. C'est-à-dire que à travers le travail qu'on mène d'ailleurs encore sur les bâtiments abandonnés
et sur les possibles occupations, ou même sur la connaissance, la rencontre avec les occupants qui en ont fait quelque chose, on est tombé en Sicile en 2010 sur ce théâtre abandonné. Alors c'est extraordinaire parce qu'en fait ces chantiers-là n'étaient pas des chantiers, c'était des alibis pour pomper de l'argent de l'Union européenne. C'est-à-dire que jusqu'à après les années 2010, le fait qu'un chantier restait inachevé permettait de renouveler les demandes de financement à l'infini. Et donc du coup, l'intelligence extrêmement aiguë des gens du bâtiment et de la société sicilienne en général avait transformé ça en une rente, c'est-à-dire que les œuvres n'avaient même plus du tout de valeur architecturale, c'était juste ce qu'il était nécessaire de faire pour recevoir de l'argent. Et donc du coup, ça a été défini d'ailleurs dans le cadre de ce festival de l'inachevé sicilien comme le seul véritable style architectural réellement italien. Et du coup, dans le cadre de ce festival, on nous a demandé vous, qu'est-ce que vous avez à dire sur l'abandon, sur l'inachevé, etc. Alors évidemment, il y a un côté ready-made comme ça incroyable de ces squelettes urbains. Il y a eu beaucoup de travaux là-dessus, photographiques, etc. Et donc du coup, nous on a dit que en fait on voulait inaugurer ce théâtre. Et du coup, pour inaugurer ce théâtre, on a fait un véritable opéra en 4 actes selon les règles de l'art. On s'est plongé 10 jours non-stop sur place pour une création unique avec le Balletto Civile d'Emanuele Braga, avec une équipe de Coloco avec qui nous avons en fait créé cet opéra qui s'appelait modestement L'origine del mondo, l'origine du monde. Et évidemment, ça racontait l'histoire de la vie, de l'émergence, de la complexité, de l'autodestruction, de la renaissance, enfin quelque chose de très léger. Et du coup, il est notable que plus de 200 personnes ont signé une décharge pour pénétrer dans un lieu sous scellé juridique, dans des conditions de procès en corruption complexes. Les gens sont venus assister à cette représentation. Il y avait une véritable fierté à, malgré tout le système, réussir à utiliser ce bâtiment, ce pourquoi il était fait, puisque quelque part la société a été dépossédée d'une valeur, d'un lieu de culture qui était a priori pour elle, et donc c'était une manière de récupérer pour un soir la fonctionnalité première de cet espace qui du coup par de multiples détournements est quand même devenu pour un soir un équipement de spectacle. Du coup, comme il était déjà aussi dans une dynamique de reconquête par la végétation, et que nous ça nous intéresse beaucoup, on a construit des machines pour projeter lors de la performance des bombes de graines gigantesques sur le bâtiment. Donc dans une des scènes de l'opéra, il y avait une bataille cosmique gigantesque où nous avons accentué ce phénomène de reconquête par la végétation, et donc nous avons finalement laissé la dynamique première d'abandon et de reconquête par la végétation de ce théâtre. On l'a même renforcé avec cet épisode d'une certaine poésie qu'il a pour un moment très bref rendu à sa destination initiale. Oui, c'est assez surprenant ce rapport au théâtre, au spectacle, d'autant que tout à l'heure on en parlait sur la question de la persistance, que chez Raum Labor les interventions sont la plupart du temps éphémères, donc il y a une forme de scénographie aussi qui accompagne cette dimension éphémère qu'on retrouve aussi dans le spectacle, et chez Coloco
locaux, il y a d'une certaine manière aussi cette forme-là, mais qui s'inscrit différemment dans le temps, puisque évidemment avec les plantes, le paysagisme et le jardinage, on a une dimension temporelle qui est autre. Vous pourriez justement nous expliquer un peu ce rapport à l'espace et au temps que vous envisagez dans vos projets les uns les autres, en l'illustrant peut-être par un ou deux projets qui permettent au public justement de mieux saisir ce rapport à l'espace et au temps. Bon, sur la question de l'espace et du temps, tout d'abord, je trouve que le temporaire, ce n'est pas du tout un inconvénient. Le temporaire, ça a toujours été un avantage dans notre perception. Pour nous, c'était la chance de travailler avec quelque chose peut-être qui n'était pas prêt, quelque chose qui n'était pas complètement terminé, et de faire quand même, et de créer quand même de l'interaction et de pouvoir tester pour savoir finalement quel pourrait être le résultat. Donc c'était un petit peu la plus-value, donc ça a été pris en compte ici à petite échelle par notre groupe. Donc ici on est sur le site de Raum Labor. Donc j'ai essayé de le structurer pour vous, pour qu'on puisse comprendre un peu mieux quel est notre travail. Donc je l'ai classé par sections qui ont différents thèmes. Mais comme vous le voyez, nous ne sommes pas très bons nous-mêmes dans le résumé de ce que nous faisons, dans la synthèse. Malgré tout, je tiens quand même à vous inviter à consulter notre site. Notre site nous sert aussi d'archive. On peut ici consulter différents projets jusqu'à toujours, pour ainsi dire, tout ce qu'on a fait. Mais j'en reviens aux différentes sections. Un des projets temporaires, c'est celui du Real Utopias. Donc si le projet est temporaire, on a aussi l'idée que c'est un prototype peut-être, que c'est un croquis. Par exemple, le projet Cantiere Barca, peut-être qu'on va le regarder ensemble en détail. Dans ce projet, nous avons été invités en Italie. Nous avons été invités, alors c'est difficile de vous le montrer ici sur le site internet, nous avons été invités dans une ville, dans un quartier périphérique, et au centre de ce quartier, il y a ces grands espaces architecturaux vides, et la question qui nous a été posée, c'était de savoir comment, avec ces espaces, on peut faire de l'espace public. Et ce qu'on a constaté, c'est la chose suivante, c'est que les gens qui vivaient là-bas, enfin qui utilisent cet espace, ce sont des hommes d'un âge, entre deux âges, il n'y avait pas d'enfants ni de femmes dans cet espace. Et nous avons proposé de faire 3 ateliers, 3 workshops de manière temporaire. Et moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est le succès du premier atelier qui ne parlait pas des problèmes, mais qui visait à transformer cet endroit en un chantier. Donc on fait un chantier avec tous ceux qui ont envie de participer et qui ont envie de commencer quelque chose. Et de ceux qui ont envie de s'intéresser à ce qui se passe ici. Donc là, ici, bien sûr, la question, ou plutôt l'enjeu, c'est de produire quelque chose de manière sociale en participant tous à quelque chose en commun. Et les productions, les produits de ce type de travaux, c'est tout à fait adapté pour ne rester pas enfermé dans le fait de savoir est-ce que c'est ton objectif ou l'objectif d'une perciotière. Non, l'idée, ce n'est pas de savoir quels enjeux sont les plus importants, mais de bien réussir à produire ici une communauté autour d'un projet commun. Et ensuite, après, on a peut-être la base pour une discussion. Donc ça a été un projet à court ou moyen terme, avec 3 ateliers, comme je vous l'ai dit. Nous avons pris un certain nombre de décisions dans le cadre de ce programme. Quant au contenu du programme, il y a des acteurs du quartier qui ont décidé d'assumer un certain rôle. Par exemple, des femmes qui ont décidé d'ouvrir des cafés, ou un atelier de couture, ou bien des médecins qui ont décidé de venir s'installer de manière temporaire ici. Il y a eu donc des occupations temporaires du lieu par différents acteurs. Et pour les enfants, aussi simple que ça puisse sembler,
eh bien, comme vous pouvez le voir, on a reproduit des cages de foot absolument identiques à l'original et ça aura permis de jouer et d'utiliser cette rue pour en faire un terrain de foot, un espace de jeu. Donc on a parlé de la perspective de l'utilisateur. Donc quel est notre rôle, quel est leur rôle? Et dès le début, c'était clair pour nous. Donc depuis l'Allemagne, on peut simplement être des initiateurs pour ce qui se passe en Italie. C'est trop loin. Donc on peut arriver avec notre énergie, avec notre compétence, bien sûr, mais là-bas, sur place, il nous faut des partenaires et il nous faut un coefficient multiplicateur des idées pour que lorsque nous partons, tout ne disparaisse pas. Et donc c'est Atitulo, c'est un collectif sur place composé d'étudiants de l'école de design qui nous ont aidés là-bas, qui ont participé à ce projet. Ainsi, il y a eu un certain nombre de continuités et de présence sur le lieu. Il ne s'agissait pas ici de dire aux habitants, voilà, on va vous mettre la pression pendant une semaine et ensuite vous vous débrouillez tout seul. Non, on voulait développer d'autres dynamiques et je dois dire que j'ai toujours beaucoup de respect devant les gens qui arrivent à initier des dynamiques pareilles. Et je trouve que c'est vraiment important ici d'y arriver. On a vu à Athènes, par exemple, il y a eu dans ces anciens parkings occupés, donc c'est maintenant un parc, et c'est un endroit où les habitants simplement se retrouvent et décident de t'arracher l'asphalte et de fabriquer un parc. Et ce qu'on a connu là-bas, ce qui était important, c'était de comprendre que l'important, c'était pas de savoir à quoi le parc ressemblerait, mais de savoir comment la dynamique serait entretenue sur le lieu directement. Comment est-ce que le produit de ce que les gens ont produit ensemble sans se concerter auparavant, eh bien, puisse demeurer grâce à une dynamique qui a été initiée. Et c'est ici donc bien ce qui est important au niveau psychique sous cette dimension de l'espace public. Et ce que je trouve très bon dans notre travail, donc j'ai dit que déjà il y avait cet aspect pluridisciplinaire et autodidacte, et donc ce qui est bon, c'est que du point de vue de l'urbanisme, nous travaillons aussi donc bien sûr au niveau de la ville entière. Donc la rubrique Tempelhof contient les différents travaux que nous avons effectués à l'ancien aéroport Tempelhof de Berlin. Fin 2006, on a commencé à se confronter avec cet endroit. À l'époque, c'était encore un aéroport. Et c'était notre idée, telle que je vous la présente ici. La question qui nous avait été posée était la suivante. À l'époque, le marché de l'immobilier était, pour ainsi dire, détendu à Berlin. Il n'y avait pas de grosse pression. Mais malgré tout, il y avait de grands processus urbains qui étaient en cours. Et tous les lieux un petit peu exclus sont initiés dans ces projets. Et donc là, cet aéroport, par exemple, oui, eh bien, on se demandait si on allait le fermer, si on n'allait pas le fermer. Et c'est ce qui est intéressant dans les espaces urbains. La ville est un espace de temps long où les différents acteurs, où les gens, dans la réalité de leur vie quotidienne, ont une difficulté à trouver une continuité, en fait, même dans ce temps long, puisque dans la vie, et c'est un petit peu ici l'opposition entre cette espèce de difficulté à avoir une petite cohérence dans sa vie, et pourtant cette espèce de grand temps long qu'on trouve dans les villes. Et la question est de savoir comment on pouvait refaire de ce lieu un lieu urbain et un espace public. Comment est-ce qu'on pouvait initier ce processus? Donc on a pensé à différents outils. Voilà ici le processus, donc le schéma. Donc on s'était engagé pour un processus de développement urbain dynamique. Et on a présenté aux autorités des plans de processus. Et on a été parfaitement compris par les autorités, et on a été à moitié agressé aussi, un peu comme ce que tu as connu. Et on a bien remarqué qu'il n'y avait pas de langue commune avec nos interlocuteurs des autorités.
Et lorsqu'on parle ici de l'espace public et du public comme une chose qui doit être entretenue, qui doit être étendue, eh bien on a tout simplement fait l'expérience d'une incompréhension totale de la part de nos interlocuteurs. En bas, on a ici la frise chronologique et de savoir comment l'espace public apparaît. Et le centre de notre stratégie, ce n'était pas simplement de faire un parc, mais de créer des nouvelles conditions tant sur le lieu. Donc on a nommé ce qu'on a appelé des pionniers urbains. Je crois qu'on en parle encore en dessous. Non, alors c'est pas bien montré, mais voilà. Donc on avait ces domaines pionniers. La ville donne à un groupe de pionniers un terrain. Ils en font ce qu'ils en veulent, avec sous la condition que ce lieu soit utilisé pour le bien commun. Donc on donne cet espace qui ensuite c'est la société civile qui exploite l'endroit. Et donc ensuite sur ce lieu sont représentés différents intérêts. Donc par exemple il y a des activités artistiques et des activités sociales, ou bien ce grand community garden de Berlin qui s'installe ici sur ce terrain. Et l'idée derrière, c'est que grâce à cette hétérogénéité de la pratique, on est une sorte de laboratoire où la ville nouvelle est expérimentée. Donc on a des espaces-temps de 5 à 10 ans. Et ce qu'on disait, c'était que 5 ans, c'était juste un test pour ensuite pouvoir tirer des enseignements et pouvoir impliquer sur le long terme les acteurs qui ensuite se sont fait jour sur ces 5 ans. Donc, ce sont des acteurs qui expliquent, qui découvrent comment on fait de la politique, comment on fait du commun, comment on fait du lien sur ces espaces. Donc c'est vraiment un lieu de création de la ville. Donc il ne s'agissait pas simplement de planifier au niveau professionnel dans un bureau. Et ce qui était intéressant, c'était ici de faire le lien entre les interventions très courtes et ces processus longs comme ceux que je suis en train de vous décrire. Donc là, si on va tout en bas de la page, il y a tous les projets qui sont liés, des projets qui touchent aussi à différentes disciplines. Donc là, ce que vous voyez, c'est un projet qu'on a fait sur place, donc à Tempelhof. Et pour commencer, je ne vais rien vous en dire. Non, mais plaisanterie à part, l'idée c'était de produire des représentations et de relier ces représentations à celles du grand public en fait. Et de rester engagé parallèlement à cela. En fait, on voulait vraiment s'impliquer nous aussi en tant que professionnels et avoir cette espèce d'équilibre aussi avec le public. Justement, ce rapport au temps long, c'est quelque chose que Coloco, vous abordez évidemment compte tenu de la dimension paysage que vous traitez. Ça serait intéressant de voir un ou deux projets aussi qui permettent de voir à la fois le rapport au temps, mais le rapport au territoire, certainement. Il y a quelque chose qui est apparu dans la discussion avec Marcus qui est essentiel, qui est cette question de l'engagement qu'on tourne depuis tout à l'heure et que je pense qui est fondatrice un peu de ces pratiques-là et de ces postures-là. Dans cet engagement, nous, on a envie, on a un besoin de considérer la nature comme quelque chose dont on fait partie, d'autant plus dans les villes sur lesquelles on est appelé aussi, et peut-être que c'est l'un des traits communs entre Rome Labor et Coloco, c'est d'être aussi sur des installations, mais aussi sur des réflexions de grande échelle. En tant que collectif, c'est pas commun. Et du coup, on télescope immédiatement l'échelle de l'arbre et nous on fait des calendriers, des plannings et des démonstrations de développement de projets à l'horizon de 2100, ce qui peut paraître un peu écartelé aujourd'hui, mais quand on plante un arbre, c'est au moins avec des objectifs comme ça. Faut savoir par exemple le château de Versailles, il a sa 4e ou 5e génération d'arbres depuis Louis XIV, et donc on est dans cette tension
permanente entre comment travailler sur ce temps très long à partir d'aujourd'hui, et donc avec cette double vision de comment faire pour activer ces lieux-là avec des choses extrêmement courtes, parfois événementielles, mais qui ont des ambitions de changer même modestement les choses à des horizons tels que 2100. Ce qui donne une portée considérable à la moindre petite action si elle est faite dans cette perspective-là. Et inversement, je pense que c'est quelque chose qui caractérise un peu notre époque, c'est cette imprévision du futur long et cette urgence de l'action immédiate. C'est-à-dire que dans cette crise écologique qu'on connaît presque depuis que nous sommes nés en tant que collectif, cette nécessité-là, cette urgence-là, elle fait office de responsabilité en tant que professionnel. Et du coup, on se heurte à la difficulté du temps un peu inutile, un peu bâtard dans cette prévision-là, qui est le temps électoral, qui est de 5-6 ans, c'est ni trop ni pas assez, c'est un peu des temporalités avec lesquelles urbanistiquement on a du mal à travailler. C'est trop long pour pouvoir faire des à-coups, c'est trop court pour pouvoir faire des travaux sur un temps long, et il faut pouvoir conjuguer un peu ces deux échelles de temps. Ici par exemple, c'est un travail qu'on vient de finir pour la ville de Saint-Étienne, encore une ville en déprise, on pourrait dire, une ville qui a dépassé son moment de gloire, qui est en rétraction. C'est l'une des villes d'Europe avec le plus grand taux de perte d'habitants, de bilan démographique négatif, et sur lequel cette question de voir le temps long de la nature urbaine, elle a permis de changer un peu la posture par rapport à l'échec économique, et de le voir comme une ville dont la proximité avec la nature pouvait être son issue par rapport à quelque chose d'enthousiaste, et par rapport à un regard propre qu'elle porte sur elle-même, comme une mise en avant de ses caractéristiques naturelles. Et du coup, sur ce travail qu'on a mené pendant 2 ans, il y a cette question de la stratégie planificatrice à l'horizon 2100, dont le renouvellement du patrimoine arboré de 18 000 arbres en milieu urbain, et en même temps de se demander comment agir tout de suite et maintenant sur 15 projets sur lesquels on a été appelé à faire des sortes de petites faisabilités qui pouvaient être soit réglementaires, soit de l'aménagement ou des recommandations de gestion. Et dans ce cas-là, c'est très intéressant de voir comment le regard des élus même change par rapport à la construction d'un discours qui, du coup, se trouve être propulsés dans un temps beaucoup plus long que leur propre mandat, et dans lequel ils engagent où ils désirent engager. Ils n'ont pas encore fait la démonstration, quoique sur Courbevoie on a réussi à travailler sur ces horizons plus longs. Et donc ce qui est intéressant, c'est de travailler aujourd'hui sur des temps très longs, même si la technique ou la stratégie elle est événementielle ou elle est festive, et faire la fête avec l'idée qu'on peut changer des choses sur un temps très très long et de façon très importante, c'est pas du tout la même que de simplement être un pétard à un moment donné. Et je finis par ça, cette composition avec ces deux mesures de temps extrêmement différentes, c'est peut-être l'une des caractéristiques et des issues heureuses à ce type de projet est très simple et très ambitieux à la fois. Je voudrais ajouter quelque chose sur la question du temps, parce qu'à mon avis, c'est extrêmement fondamental. C'est-à-dire que détacher dans nos disciplines l'enseignement du temps et l'enseignement de l'espace, c'est peut-être la plus grave erreur qu'on a commise. On sait depuis 1905 et la première théorie de la relativité restreinte d'Einstein que l'espace-temps, c'est une seule et même continuité, c'est un continuum et c'est absolument pas détachable. D'ailleurs, dans les théories des univers parallèles, maintenant, c'est ce qu'on appelle cette continuité de l'espace
espace-temps dans un monde, ça s'appelle une ligne de monde. Et donc, c'est le monde que nous vivons est impossible à appréhender sans la compréhension holistique de ces 4 dimensions, au moins 4 dimensions en même temps. Et je pense que c'est une schizophrénie qui nous a conduit à des aberrations monstrueuses de séparer ces enseignements-là. On ne peut pas prétendre que l'espace est quelque chose de figé, que ça ne vit pas, que la société ne change pas alors que le bâti lui reste, que à des échelles de temps suffisamment grandes, tout est éphémère, y compris les monuments en bronze les plus durables, et que c'est vraiment une question de comment est-ce qu'on perçoit ce temps-là. Et je dirais même ce tempo-là, le tempo, c'est vraiment musical, puisque le temps, ça peut aussi devenir très rythmé, ça peut devenir très dansant, ça peut même devenir cha-cha-cha tropical, et ça, vous savez que vous pouvez compter sur nous pour vous mener à ce rythme-là, mais c'est très important ça, et je pense que il est urgent de réintégrer ces dimensions-là dans l'enseignement, dans la compréhension des projets, parce que autrement, on a la perception d'un détachement de ces dimensions-là, et on n'est pas dans le devenir, on est on essaye de figer des choses, et après maintenir ces choses figées telles qu'on les a conçues, immobiles à un moment, ça devient totalement délirant en termes de manutention. Maintenir une apparence d'état figé, en fait, très vite, c'est un piège, parce que ça demande un travail colossal de maintenir figé une réalité qui ne l'est pas. Et ça, sur la patrimonialisation des paysages, sur la patrimonialisation des villes, c'est quelque chose où tout d'un coup, ça c'est très nouveau dans l'histoire, c'est un moment où finalement les choses ont toujours été comme ça. C'est totalement faux. La ville, c'est un devenir. Ça a toujours été autant événementiel que patrimonial. Louis XIV faisait Versailles, et en même temps il faisait Place de la Nation, une grande place événementielle de 232 mètres de diamètre, en toile et en plâtre, par les collectifs de l'époque. Il faisait des grands événements urbains, des grandes fêtes, et tout ça c'est un peu gommé de l'histoire, et on a l'impression que ces sociétés-là, c'était des sociétés de l'éternel, de la pierre taillée, etc. C'est qu'une toute petite partie de ce qui se passait à l'époque, et aujourd'hui, en fait, on pense que c'est ça qui est important à garder, et pas le vivant, le patrimoine oral, la tradition, et ça aussi, c'est en train de conditionner beaucoup la façon dont on approche la ville, dont on approche notre travail, dont on approche l'évolution de la société. Et je pense que c'est urgent de réintroduire cette continuité. Oui, dans ce discours, enfin moi je retrouve un peu aussi la dimension que Georges Perec apporte dans Tentative d'épuisement d'un lieu parisien, cette relation entre le permanent et l'impermanent, et dans la manière de regarder et de se focaliser sur l'impermanent, alors qu'en général on est toujours attentif à ce qui est le cadre bâti, mais sans véritablement envisager ce rapport à l'usage. Marcos, tu avais visiblement envie de réagir aussi sur l'intervention de Pablo. J'ai une courte intervention sur le temps. Nous, sur le terrain, ce que l'on voit, c'est ce que j'ai vu par exemple sur Tempelhof. En fait, l'échelle est très difficilement accessible. Peut-être qu'il y a plus d'espace pour l'action concrète dans l'espace public. Peut-être qu'il y a aussi des meilleures structures pour cela, ou des institutions publiques qui sont plus attentives. En tout cas, à Paris, ça semble être le cas. Vous faites ce projet donc à la Place de la Nation. Et donc, on quitte un petit peu cette approche de planification centrale et un petit peu obsolète pour aller sur le terrain. Et la question, c'est de savoir quelles sont les limites que l'on trouve. J'ai déjà fait l'expérience suivante. Il y a des discours qui s'inscrivent dans le temps long,
Et parallèlement à cela, c'est très difficile dans le temps d'avoir accès à un certain nombre de lieux publics car on n'y a jamais accès, on n'y est jamais invité. Et sur le terrain, il faut bien se rendre compte que cette forme du faire dans l'espace public qu'on appelle ainsi prototype, que cette forme du faire, eh bien, a le rôle finalement de devenir un succès. Et enfin, à la fin, on aurait ainsi une ville qui serait une sorte de délire permanent du prototype. Non, le prototype, c'est bien ce qui doit devenir réel maintenant et pas ce qui doit devenir réel plus tard. Et un peu après, le risque, c'est que les prototypes qu'on produise aussi deviennent une sorte de jeu pour la population. Alors que c'est sérieux finalement. Et donc je pense qu'on a ici une question intéressante, une question de laquelle on doit s'occuper. Donc oui, c'est important d'avoir de l'action sur le terrain, d'avoir cet élan et ce moment qui nous est donné. Et parallèlement à cela, il faut savoir utiliser le moment pour le transformer dans le temps long. Je ne vais rien vous montrer dans notre site, mais dans nos projets, c'est souvent comme ça. C'est souvent une question ouverte aussi. La question est ouverte de savoir ce que nous allons faire dans les 10 années à venir. Et alors, je vais rebondir aussi sur un point que Marcus avançait tout à l'heure. Il me semble que ça rejoint aussi la démarche de Coloco. C'est la dimension artistique. Marcus, tu disais tout à l'heure que Raum Labor, parfois vous abordiez un projet où votre posture, vous l'annonciez comme étant artistique. Coloco, il semble qu'il y a aussi cette dimension, mais cette dimension utilisée un peu comme un levier pour permettre de faire, d'avoir peut-être plus de liberté à faire des choses. Vous pourriez justement vous emparer de cette dimension pour nous en préciser les termes. Moi, je voulais finir sur ce que vient de dire Marcus, mais qui enchaîne bien cette question de l'artistique, sur cette énergie empreinte sur l'espace public, sur cette culture de la diversité, sur ce besoin qu'elle soit humaine au niveau de l'intégration des personnes dans un collectif, qu'elle soit par rapport aux questions naturelles, et qui s'oriente assez vite sur la question de l'inachèvement et de l'adaptabilité du projet. Et c'est là où on utilise parfois des recours artistiques ou des leviers artistiques pour certains projets sur lesquels on ne sait pas vraiment où on va, on ne sait pas vraiment quelle sera la forme finale du projet. Et c'est pas le problème. Et c'est là où il faut qu'on puisse rassurer les différents acteurs, qu'ils soient habitants ou propriétaires ou maîtres d'ouvrage, et dans lesquels la tendance à l'évolution, le chemin parcouru, c'est un peu la chose de laquelle on est garante en tant que professionnel, sans pour autant savoir ce qu'on va réussir à faire avec non seulement un collectif, mais avec des participants qu'on connaît même pas et où on sait pas vraiment ce qu'il ressortira de cette catalyse-là. Et du coup, ce qui est important de comprendre, c'est comment tout ça fabrique un projet en devenir sur lequel se greffent tous les aléas de réalités successives. C'est pour ça qu'on est nous on n'utilise pas trop le terme de prototype où on ferait un essai et puis en fait on se rend compte que ça marche et après on travaille pour de vrai. C'est presque quelque chose de beaucoup plus continu dans lequel l'erreur et l'essai ils sont indissociables pour faire en sorte que ce projet-là se construise dans le temps. Et d'ailleurs, on est peut-être que c'est le matériau végétal qui nous oblige à ça, mais on est beaucoup plus soumis aux aléas du temps et de la réussite ou pas de certaines plantations. Et ça, du coup, ça nous oblige à être très modeste sur l'image finale et sur l'achèvement du projet, et au contraire pouvoir dire, ça rejoint ce que tu évoquais sur le rôle d'activateur, de pouvoir se dire on initie quelque chose, on sème une situation
qui aura plusieurs devenirs possibles et dont à un moment on n'est plus responsable nous de sa dérive ou de sa forme finale, mais si on a réussi à initier quelque chose d'heureux et de vertueux sur le long terme, en tout cas on l'espère, il y a là les conditions pour que le projet réussisse, même si on ne verra jamais la réussite ou pas de ce projet-là, parce qu'on l'aura quitté avant, ou en tout cas formellement on l'aura quitté avant, même si affectivement on revient sur nos projets. Ces projets-là, ils créent aussi des amitiés et ils font que ce temps-là est étendu. Mais en tout cas, c'est une part importante, je pense, du lien avec l'artistique, dans lequel la création, elle est en devenir permanent par rapport à... et je pense que c'est important de le dire ici, et que la Cité de l'Architecture nous invite à dire des choses comme celle-ci entre ces murs, pour qu'on comprenne qu'il n'est plus question d'apprendre à faire un projet un peu magnanime qu'il faudrait se plier à construire. Et nous, c'est pour ça aussi qu'on en est venu à ce type de pratique, c'est que la maîtrise d'œuvre telle qu'on a pu la pratiquer dans certaines années de notre pratique, elle orientait le rôle du maître d'œuvre à être voilà, d'être dans un rapport de punition vis-à-vis de l'entreprise, et de ne regarder que ce qui n'allait pas. Et ça, c'est un vice vraiment très tordu du métier, dans lequel on n'a pas du tout trouvé notre bonheur. Au contraire, de pouvoir se dire félicitons-les pour ce qui a pu être bien fait, ou félicitons-nous d'avoir pu construire cette situation-là collectivement. Et je pense que c'est une des raisons qui nous a poussé, non pas à ignorer ou à résister à la maîtrise d'œuvre, mais à la compléter par ce qu'on appelle l'invitation à l'œuvre, et qui est une variante ou une méthode un peu différente de construction, et qui peut parfois rejoindre des attitudes comme celle de la performance ou d'autres leviers artistiques, même si on a du mal, nous, à s'autoproclamer artiste. Justement, sur cette invitation à l'œuvre, vous pourriez illustrer, nous expliquer plus particulièrement ce que vous entendez par cette invitation à l'œuvre? Alors sur la question de la dimension artistique du travail, ça nécessiterait évidemment de se pencher sur qu'est-ce qu'on considère comme l'art. Et ça, ce n'est pas une question simple. Heureusement, Gilles Deleuze nous a aidé à génialement aborder la question en disant ce qui est important dans l'art, ce n'est pas ce qu'il est, mais ce qu'il fait. Et je pense que nous nous attaquons à cette dimension du faire. Et alors effectivement, dans ce faire, il y a quelque chose qui a un moteur interne, qui est de l'ordre poétique, qui est de l'ordre de l'imaginaire, qui est de l'ordre de ce qui parle directement à l'âme, au-delà des mots, et à la sensibilité de façon directe. Et ça, c'est toujours difficile à raconter avec des mots, c'est toujours difficile à transmettre avec des photos d'action. Il y a des gens vivants qui font des choses avec des êtres vivants, qui composent dans des œuvres vivantes. Et du coup, ça, c'est très difficile à raconter comme ça. Mais ce qui est très important dans cette idée d'invitation à l'œuvre, c'est que à un certain moment, pour expliciter ce en quoi consistait notre travail, nous avons trouvé cette formule qui consiste à déclarer que nous lançons dans la production collective d'une œuvre. Et alors ça, on s'est rendu compte, c'est extrêmement opérant, parce que déclarer que quelque chose est une œuvre, ça mobilise 20 ou 30 000 ans d'histoire de l'art. Et l'histoire de l'art, c'est pas simplement une histoire des styles esthétiques, même si la question du style, elle est fondamentale, et je reviendrai dessus après. Mais c'est important de dire qu'on est en train de faire une œuvre, parce qu'une œuvre, ça a un début, ça a une fin, ça a un arc dramatique, ça a un pic, ça a un tempo, ça a une forme, ça a un langage, ça a un style. Et ça, c'est très important, parce que à partir du moment où on partage cette œuvre commune, et que finalement on se
on se pénètre, on s'imprègne de ce style, de ce temps, de cette attitude. C'est très très important. Ça, c'est très difficile à raconter, mais lorsque ces œuvres collectives se déroulent, il se passe quelque chose d'assez particulier. Ça enthousiasme beaucoup toute l'équipe. C'est un enthousiasme qui se communique aux gens, qui les amène à participer. C'est pas très facile de faire participer les gens. Là, ça a l'air, on arrive, on déclenche un truc, et puis il y a 300 personnes qui se mettent à piocher, essayer de le faire. Vous allez voir que ça demande un certain effort. Et du coup, cette déclaration-là, elle prend la responsabilité d'un début, d'une fin, d'une partition, d'une manière de coordonner les acteurs, les mouvements, les séquences en quelque chose qui prend sens, qui même si ce sens-là, il est très ouvert, il est très évolutif, il s'imprègne des apports de chacun, et de larges plages d'improvisation sont ménagées à l'intérieur de cette œuvre-là. Ça porte aussi cette idée qu'à un moment, il y a une transmission, il y a une fin, il y a un prochain épisode, il y a quelque chose qui ferme cette séquence-là, et je pense que ça c'est très important, parce que c'est aussi la délimitation de quelque chose dans le temps. Comme à un moment on dit un jardin, ça va jusque là, ou un théâtre, ça se réalise comme ça. Être capable de donner forme dans le temps aux choses, c'est ça aussi une œuvre. Juste pour compléter, je pense que cette question de l'invitation à l'œuvre, elle assume aussi très pleinement le fait qu'à un moment on ne maîtrise pas les choses, ou en tout cas on ne les maîtrise pas dans leur entièreté, et que s'autoproclamer maître d'œuvre, c'est une usurpation de ce rôle-là, et que l'invitation, elle nous dépossède non pas de la responsabilité d'être professionnel, mais de la maîtrise unique du projet dans son devenir. Ça, c'est très important. Exécuter une œuvre, c'est très moche. C'est ce qu'on peut lui faire de pire. Alors évidemment, cette discussion, on pourrait la poursuivre longuement. J'invite peut-être maintenant à échanger au public, à pouvoir poser des questions directement aux intervenants, qui ainsi de pouvoir aussi interagir les uns les autres. Alors madame. Attendez. J'ai assisté au lancement de la Place de la Nation. C'est vrai que c'était assez génial. Le lancement était assez génial quand on a vu apparaître les blocs de béton là qui doublaient la place. Après, il y a eu l'action de décaisser l'asphalte, ça c'était très bien aussi. Et puis après, il y a eu cette création de l'anneau végétal qu'on voit là. Mais après, je me dis, c'est quoi la prochaine œuvre ? Oui, moi je peux vous dire. Ça, c'est une question qu'on nous pose très souvent, la question de la continuité, de la poursuite. Alors, comment ça va durer, qu'est-ce qui va se passer, et comment vous garantissez que... Non, on garantit rien du tout. La vie, ça peut pas être garanti. On peut déployer certains efforts, essayer de déployer des stratégies dans le temps, de maintenir un certain enthousiasme, mais la vie de l'espace public, la vie des œuvres, c'est quelque chose de collectif, et je pense que c'est aussi accepter que on travaille dans un espace-temps, et qu'il y a aussi cette dimension du temps. On n'est pas capable de maîtriser totalement le devenir des choses. Le devenir des choses, c'est un mouvement collectif. Les gens peuvent changer d'avis, ils peuvent s'engager dans quelque chose et se désengager, ils peuvent ne pas être engagés et s'engager en cours de route. Je pense que il faut accepter que cette dimension du vivant, de la démocratie, du fonctionnement d'une société, fait que le sens d'une chose n'est pas garanti dans le temps. Personne ne peut vous garantir ça. Et accepter ça, et du coup le soigner, en faire un lieu de travail, en faire une attention, y consacrer des moyens financiers, humains, insérer ça dans les appels d'offres, défendre le fait qu'il faut revenir sur l'œuvre, faire et refaire, c'est quelque chose qu'on porte. L'idée que, et ça c'est peut-être une pensée typique du jardinier, mais on n'a jamais fini une œuvre. Le travail est infini. On est
dans la vie, on est dans quelque chose qui est par essence inscrit dans le temps. Et je pense que c'est souligner ça et souligner le fait que justement c'est une dimension supplémentaire du travail et qu'il n'y a pas de garantie facile de poursuite des choses, surtout lorsqu'on parle de dynamique humaine. C'est très important, c'est une grande question. Le challenge dans le cadre de la Place de la Nation, c'est d'être capable justement de réinviter à l'œuvre de façon intense, régulièrement, des acteurs de plus en plus larges possible pour réussir à garder cette espèce d'intensité qui fait que le lieu vit et écrit son histoire. Parce qu'il y a quand même l'enjeu de rendre indéboulonnable cette occupation, c'est-à-dire de rendre irréversible le mouvement en cours. Donc il y a quand même ce travail-là d'inscrire suffisamment de pratiques, de savoir les accueillir, de savoir les accompagner, de faire émerger de la vie contemporaine sur ces lieux pour atteindre nous on parle jamais de point de non-retour, on est plutôt sur un système à cliquer, quoi. Ce qui est obtenu, même si on retourne en arrière, on retourne pas complètement en arrière, donc on arrive à obtenir un peu plus comme ça au fur et à mesure, et c'est vraiment dans la réinvitation constante à l'œuvre qu'on va réussir à faire vivre ces lieux-là et d'autres. Moi je pense qu'il faut surtout qu'on sache de quoi on parle. J'ai l'impression que excusez-moi, on va se tuer parce qu'on est architecte. Tu as l'air de faire donner l'accent très importante sur le devenir des choses. C'est pas figé, ça évolue dans le temps. Mais il faut faire attention à ce que tu dis parce que le travail d'un architecte, il y a plusieurs types de travail. Tu crées un espace qui peut être public interne, qui peut être public externe. Et puis après, tu crées ton œuvre qui est figée, mais après, le public vient utiliser ton espace. Et c'est toujours valable aussi. Or, si tu veux construire un espace qui est évolutif, c'est aussi possible. Mais je ne crois pas qu'il ne faut pas dire qu'une œuvre d'un architecte, c'est pas figé. Je suis pas d'accord. Je crois que des œuvres d'architectes sont figées, mais après, les gens vont utiliser différemment comme ils pensent. Prenons l'exemple d'une œuvre d'un architecte comme le musée de Frank Lloyd Wright à New York, par exemple. On est très très heureux, on trouve cette très très belle œuvre de cet architecte, et après on fait ce qu'on veut, mais il faut qu'on respecte cette œuvre. On ne peut pas faire n'importe quoi dans cette œuvre-là. Ça c'est aussi valable. Je te raconte une histoire de Mario Botta. Il a construit une œuvre. Il pense que c'est une œuvre à lui et il ne faut pas que les utilisateurs viennent faire n'importe quoi dans son œuvre. Tu vois, ça c'est exagéré dans un autre sens, tu vois. Mais je veux dire qu'il ne faut pas affirmer qu'une œuvre est évolutive, que tu ne sais pas comment tu fais ton œuvre pour que ça soit évolutif dans le temps. Tu ne sais pas comment faire. Alors il faut que tu crées un espace complètement flexible. Moi, je pense qu'il faut pas comprendre notre travail et notre position comme quelque chose contre l'architecture. Je pense que c'est une dimension supplémentaire d'un travail qui, je pense, a été mis en pause ou un peu oublié dans tout ce qui est l'usage et le devenir de l'espace. À un moment, je pense qu'il y a eu une fascination du monument. Et ce que vous décrivez, ça ressemble à un monument. C'est-à-dire que donc c'est pas figé, c'est pas un monument, c'est une maison. Juste un complément après de passer. Non, là il y a quelque chose que vous soulignez, monsieur, comme je pense l'une des rares frontières entre le paysage et l'architecture, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de jardin qui ne soit pas évolutif. Ça n'existe pas et ça ne pourra pas exister dans le. Mais il évolue malgré le nôtre. Oui,
En fait, moi, j'avais une question sur la pratique. Quand vous avez commencé il y a 20 ans, vous disiez que ce qui vous intéressait, c'était d'échapper aux cases et d'avoir une pratique un peu transversale qu'on ne pouvait pas forcément nommer. Et c'était aussi ça qui était intéressant. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, vous en parliez, les appels d'offres ont évolué et aujourd'hui, on crée des appels d'offres pour ce type d'intervention éphémère. Et je me demandais, est-ce que ça a pas un peu tendance à du coup recréer des nouvelles cases politiquement aussi et de dire on occupe l'espace temporairement et ça arrange les politiques et voilà, est-ce que ça a pas tendance à finalement appauvrir ce genre de pratique? Ja, da würde ich gerne kurz zu... Oui, j'aimerais répondre brièvement. Donc voilà. Oui, je crois que c'est vrai ce que tu dis, il y a cette transversalité de la pratique et on peut conserver la qualité de cette transversalité et malgré tout se réjouir que ce qui nous était inconnu il y a 20 ans au sein de la société en commun, donc que ce soit au niveau de ce public ou au niveau de la ville, et bien que ça existe aujourd'hui cela. Et je pense que c'est déjà une réussite en soi, c'est un succès de cette forme de travail. Et je pense que c'est la reconnaissance du fait que notre travail a du sens. Nous utilisons volontiers le mot pratique urbaine, urbanistique, et cette transversalité est très importante dans ce domaine. Et l'idée, c'est ici d'avoir quelque chose d'évolutif et de global. Je trouve très beau ce que vous avez dit auparavant donc, sur l'art. Je trouve que ce qui est important et ce qui nous différencie de l'architecture au sens traditionnel, on a aussi parlé du maître d'ouvrage, oui, c'est la question de la commande, bien sûr. Nos projets, en général, sont commandés ou ils ont lieu dans un contexte où il y a une discussion avec quelqu'un pour savoir dans quel sens ça se développe, donc une situation similaire à celle du maître d'ouvrage. Mais il y a aussi un certain nombre de travaux qui s'initient d'eux-mêmes. L'idée apparaît dans un certain contexte, dans une discussion, dans une situation urbaine donnée. Et je crois que le fait qu'il y ait cette forme de pratique n'est pas une perte. Et je ne suis pas du tout sensible quant à cette question de cases. Cependant, si nous sommes tous dans la pratique urbaine, alors nous devons avoir l'ambition de vraiment profondément modifier les espaces urbains. Bonjour et merci pour votre intervention. Moi, j'aurais une question un peu pragmatique à vous poser. C'est comment est-ce que vous vous financez, notamment au début de vos activités, si justement il n'y avait pas d'appel d'offres qui correspondait à votre pratique? Comment est-ce que vous avez fait pour vous financer à vos débuts? Et même maintenant, vous avez l'air de dire qu'il y a des lieux auxquels vous avez été sensible et donc vous avez développé une activité. Comment est-ce que vous financez ce genre d'activité? Et voilà. Est-ce que ça a évolué même depuis le début de votre pratique? Alors pour Rome Labor, je peux te dire qu'à 99% c'est de l'argent public. Nous vivons donc de cet argent. Et je crois que la majeure partie de cet argent vient du secteur culturel. Il n'y a pas de budget spécial pour les expérimentations architecture, en tout cas pas en Allemagne. Et c'est pourquoi nous sommes complètement dépendants de cet argent public. Nous sommes donc obligés de rechercher le financement depuis ce milieu artistique. Ou bien c'est de l'argent de planification stratégique, des fonds stratégiques pour la stratégie urbaine. Voilà quel est notre financement. Mais à l'origine, c'est toujours difficile, bien sûr. Qu'on soit un cabinet d'architectes ou bien un collectif comme le nôtre, c'est toujours difficile. Et au début, on s'est dit qu'on n'avait pas envie de travailler comme les autres et de participer à des concours en espérant que nos projets soient pertinents. Non, ce qu'on voulait, c'était vraiment travailler dans le faire au niveau urbain.
Donc on avait même commencé à réfléchir à des projets qui ne demandaient pas de financement. Je pense qu'en... Ouais, ça fait drôle. Je pense qu'en fait, la réponse pour Coloco, elle est un petit peu différente. C'est-à-dire, en fait, l'évolution on va dire, de la structure de Commande en France fait qu'on arrive à se financer parce qu'on articule les différentes échelles et qu'on ne se contente pas de faire juste des activations, mais qu'on est bien sur la phase en amont de projets stratégiques, d'études financées par le public, portées par une agence de paysagistes qui utilise comme un des outils la préfiguration, mais qui n'est qu'un des volets de l'ensemble du projet. On a aussi des missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage où on est expert et on explique comment faire, encore une fois dans ces processus-là, mais on a des missions classiques d'urbanisme. Et on travaille aussi actuellement, on réinvestit les champs de la maîtrise d'œuvre, même si on l'a fait différemment, même si là on vient d'avoir des projets d'architecture à construire, et malgré tout au moment de les construire, on finit par les construire en construction avec l'école du bois de Nantes, donc ça va redevenir quelque chose de complètement alternatif, alors qu'à la base c'est une commande classique de faire une halle issue d'un marché public où on avait fait le plan stratégique. Mais voilà, en tout cas, nous, notre solution et notre réponse, c'est de ne pas être cantonné sur un seul secteur, d'être vraiment, d'assumer la transversalité des pratiques à différentes échelles. Après, il y a une réalité quand même au niveau du témoignage, c'est que c'est un chemin de sobriété et que par rapport à nos collègues contemporains et amis de promotion qui ont fait d'autres choix et d'autres chemins, on a mis énormément de temps à pouvoir avoir une autonomie financière ou des ressources à la hauteur d'une ambition qui était simplement celle de pouvoir faire ce qu'on aimait. Tu vois, donc c'est un choix qu'il faut être prêt à faire en connaissance de cause. Là, sur cette question-là, on peut témoigner du fait que c'est un chemin qui financièrement est très difficile. Et puis je crois que quand en fait on se situe dans des territoires qui n'existent pas encore ou sont en devenir, forcément les financements n'existent pas encore non plus. C'est peut-être pour ça aussi que l'autre dimension artistique du travail, c'est que le système de production de l'art, c'est celui qui comprend le mieux le processus d'élaboration d'une œuvre, le fait qu'on ne sache pas quel va être le résultat final avant d'avoir mené le chemin de conception, et c'est pour ça que on a eu, surtout à nos débuts, beaucoup de commandes artistiques qui sont les seules qui ont pris le risque de nous faire des démarches, des œuvres qui ont vu et puis qui ont eu la capacité à financer, accompagner, diriger, produire des projets dont maintenant, 20 ans après, notre client pour la place de la Nation, c'est la direction de la voirie. Ce sont des ingénieurs qui mènent un processus ouvert. Pour nous, c'est une grande conquête, et on espère aussi quelque part continuer à mener ce travail de repousser les lignes, de repousser les limites. Je pense que la crise, elle nous aide, l'ouverture de la gouvernance nous aide, l'engouement des jeunes générations d'architectes, d'artistes, de plasticiens, de paysagistes nous aide aussi, et c'est un mouvement, ça pousse. Donc nous, on repousse aussi ces limites-là, et effectivement prendre des risques dans sa pratique, que ce soit sur le plan artistique et esthétique ou que ce soit sur le plan financier, c'est très inconfortable. Et je dirais que l'inconfort financier n'est peut-être même pas le moindre des inconforts. C'est-à-dire que prendre des risques artistiques, esthétiques, prendre des risques de proposer des choses nouvelles à des professionnels de la ville, à des avocats, à des politiques, c'est très inconfortable, très très inconfortable. Si vous voulez avoir une pratique confortable, ne faites surtout pas ce type de choses. C'est très inconfortable, c'est difficile, on dort parfois très très mal, on est parfois pris dans des grandes tensions, des conflits, et je pense qu'il n'y aura jamais une condition d'exercice confortable pour ce type de choses. Et si ça le devient, alors il faudra certainement chercher où sont les zones d'inconfort et y aller, parce que c'est là que ça se passe.
Et donc tout ça, c'est aussi une question de tolérance personnelle, c'est une question d'ambition dans la vie, de rapport à la tranquillité, au confort. Qu'est-ce qu'on est prêt à risquer parce que on est porté par quelque chose, on a une nécessité, on a un besoin de questionner des choses. Et ça, c'est quelque chose qui appartient un peu à chacun. Quand à un moment on se réunit avec des personnes et qu'on partage cette énergie-là et qu'on devient un collectif, alors on devient solidaire dans cette économie, et ça c'est très important. C'est qu'à un moment le collectif, c'est une forme de solidarité économique. Avant d'en venir à la prochaine question, Marcus, tu souhaites réagir? Oui, je voulais juste compléter pour rebondir sur l'idée de la collectivité. Je crois que ce qui a changé par rapport à ce qu'on connaissait il y a 20 ans, ce n'est pas seulement la façon de travailler en tant que collectif, en tant qu'unité constituée, mais aussi la pratique urbaine en tant qu'une forme connectée du travail. C'est pourquoi j'ai cette image ici. C'est une image qui provient d'un voyage d'études qui a été fait à Athènes. Donc il y a ici un groupe de jeunes Allemands de la Ruhr. Donc ils viennent d'une région industrielle et qui se transforme actuellement en région culturelle, potentiellement. Et l'objet du travail ici, c'est l'entretien et la création de réseaux. C'est-à-dire on va ensemble à Athènes, on fait la connaissance de jeunes gens qui sont également des transformateurs urbains. Et ici, la chance qu'on a eue, c'est qu'on a rencontré un certain nombre d'auteurs espagnols et avec eux, ensemble, de manière spontanée, on a tout simplement organisé un pique-nique sur les marches de l'Acropole. Et ils ont lancé leur bouquin à cet endroit. Je crois que la chance aujourd'hui, à l'époque, en comparaison avec l'époque où j'ai commencé, où on connaissait encore les fax et les classeurs dans les étagères qui limitaient la pratique au niveau local. Aujourd'hui, en comparaison, on n'a plus tout ce poids et on a des petits engins de communication qui nous permettent de travailler beaucoup plus rapidement, même si on n'en est pas encore arrivé au point où on est complètement libéré dans notre travail. S'il vous plaît. Bonjour. Je voulais rebondir sur la question du monsieur tout à l'heure qui disait, qui justement posait la question, disait qu'on ne pouvait pas tout faire dans une œuvre d'architecte, et justement comment vous vous positionnez par rapport à ça, puisqu'un maître d'œuvre classique, on va dire, est censé faire ce que vous décrivez, c'est-à-dire s'inspirer des énergies d'un lieu pour le transformer de la façon la plus pertinente et la plus viable. Et donc c'est aussi ce que vous désirez faire quand vous arrivez sur un lieu, vous observez et vous répondez ensuite par une idée. Et on a vu la vidéo là, de la place de la Nation. Comment vous faites justement pour gérer ces différentes envies? Parce qu'il y a les utilisateurs de la place de la Nation, mais à Paris, les gens vont et viennent. Il n'y a pas des utilisateurs privilégiés qui vont être là en permanence. Donc justement, comment vous faites pour gérer en fait le désir des utilisateurs qui sont passants, qui sont furtifs, et justement votre idée qui peut être en fait, comme le décrivait, comme l'architecte que décrivait monsieur, quelqu'un démiurgique qui va décider. Et comment justement vous gérez le rapport entre l'envie de l'utilisateur et votre idée, et ne pas être dans la position ok, on va décider de casser le bitume pour laisser place à l'herbe, mais justement si une personne est en fauteuil roulant, on va dire non, moi je trouve ça très pertinent d'avoir le trottoir parce que c'est plus accessible pour moi. Comment vous faites justement dans votre démarche pour construire à partir de l'envie de tous? Alors la mécanique de ça, on l'a formalisé dans un schéma que malheureusement je ne vais pas pouvoir vous montrer maintenant, mais dans ces dynamiques de partage de la signature et d'ouverture à tous les désirs et les angoisses des usagers, il se produit un phénomène qu'on appelle le palimpseste des possibles. C'est-à-dire qu'à un moment, tout est possible. Tout
tout est possible. On colle des post-it, on veut une grande roue sur la place de la Nation, on veut un télésiège qui nous amène directement sur le centre, et puis on veut planter des carottes. Donc tout ça, c'est une multiplicité infinie de possibilités qui sont plus ou moins évoquées. Et puis il y a un processus de tamisage, de filtre dans les dynamiques relationnelles, dans l'investissement des uns et des autres. Quelqu'un qui est vraiment convaincu d'une idée, qui est prêt à consacrer une certaine énergie pour la porter, qui est prêt à donner une continuité. Et du coup, cette infinité de piles de possibles, elle a tendance à percoler, à s'écraser. Et puis au moment où il faut passer à l'action, et là c'est peut-être l'un des rôles importants qu'on a dans ces processus-là d'invitation à l'œuvre, c'est le passage à l'action. Et nous on essaye de gérer cette dramaturgie shakespearienne de qu'est-ce qu'on fait, on fait pas, où est le premier trait. On le fait souvent en démultipliant les actions, en entreprenant des mouvements collectifs, en ne faisant pas dans un premier temps les gestes définitifs, en essayant de rendre ce moment de grande angoisse de la décision arbitraire du oui ou non, car à un moment il faut la faire, parce que sinon l'action devient impossible. Et là c'est Hamlet, il n'arrive pas à se décider, il devient fou. L'incapacité de décider, c'est la folie. Et donc à un moment, il faut aider le collectif, il faut aider le groupe à passer à l'action. Donc nous, on a développé cette pratique, on sait l'accompagner de façon très joyeuse, et du coup ça se passe très très bien. Et du coup on remultiplie les possibilités. On invite les gens à modifier les projets, et ça c'est justement ce qui est très dramatique et qui produit des résultats extrêmement conflictuels dans les processus de concertation, c'est que on invite les gens à des choix binaires, scénario A ou scénario B. En fait, on a ça c'est un résumé, parfois il y en a 3 ou 4, mais en fait les gens sont mis devant cet arbitrage qui est la dramaturgie de l'arbitrage électoral. À un moment, on a un candidat A et un candidat B qui sont en finale, et il faut faire un choix et confier son destin à un représentant, et ça c'est la dramaturgie démocratique. Comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on accompagne, comment est-ce qu'on y participe, comment est-ce qu'on fait ensemble, et ça il y a pas une réponse théorique claire et facile, c'est la vie quoi. C'est comme les relations amoureuses quoi. Ça se passe comment? C'est extrêmement complexe, c'est extrêmement riche, c'est fabuleux, faut le vivre, ça fait mal, ça finit probablement très souvent mal, mais c'est ça la vie. Pas toujours. Peut-être pour terminer, soulever une dimension, mais que vous allez pouvoir apprécier évidemment avec les deux installations de Coloco et de Raum Labor dans le pipe, donc chacun un half pipe, où Pablo, tu l'évoquais, il y a cette joie, disons, ce plaisir partagé qui est à la fois dans l'action et la manière de s'approprier. On le trouve chez Coloco, chez Raum Labor. On l'a vu à travers différentes images. Et dans cette notion de partage, je vous invite peut-être pour poursuivre de manière un peu plus informelle ce débat, à venir partager un verre avec nous et pouvoir vous adresser aux intervenants. Les intervenants que je remercie d'être de votre venue, d'être venus de Berlin, un grand merci.